Moi, en tant que Française, ça m'avait un peu choquée. Les budgets fleurs, en général, ont tendance à être bien plus importants qu'en France ? Beaucoup plus élevés, ouais. Parce qu'il faut plus montrer le mariage américain ou la baby shower ou n'importe quel événement qu'ils font. Le but, c'est quand même de montrer que... ils ont fait mieux que le voisin, mais un peu quand même... les budgets fleurs. Mais même pour un budget basique, petit bouquet de base, en France, comme tout à l'heure, tu as dit, tu vas aller en France, tu vas demander un bouquet pour 25, 30 euros. Tu as des beaux bouquets. Ici, moi, le minimum que je fais, après, c'est une boutique à Greenwich, donc dans le sud du Connecticut, c'est quand même une ville de riches. La majorité des bouquets, c'est 150, 250 $, quoi. C'est un bouquet c'est un bouquet normal, quoi. J'en fais des dizaines par jour. Donc non, le budget est beaucoup plus élevé. Ouais. Et même après, pour les fêtes, tu le vois bien, pour les fêtes, t'as des budgets... je voudrais un bouquet pour la fête des mères à 700 $. Oui, d'accord. 700 $ le bouquet de fleurs. Ouais, non, j'ai fait des bouquets... à Atlanta, on en avait fait pour Cardi B, quand elle avait accouché de son... je sais pas combien elle a d'enfants maintenant. Pour 1000 $ de fleurs. Juste pour la féliciter d'avoir accouché de son petit. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquets. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Ludivine n'a jamais rêvé de partir, ni même de vivre à l'étranger. Et encore moins de changer de métier. À l'âge de 20 ans, elle s'imagine une vie simple, posée, près de sa famille. Et puis les choses bougent. D'abord un départ pour Oxford en Angleterre, un peu par amour, puis une reconversion vers un métier de création, les fleurs comme langage du quotidien. Ensuite, direction Atlanta, puis le Connecticut et enfin la maternité. Sauf que le corps lui dit stop. Une maladie, puis deux, des douleurs invisibles, persistantes. Ludivine apprend à composer autrement, avec ses mains, mais aussi avec ses limites. Elle découvre que s'écouter, ce n'est pas forcément renoncer. C'est choisir, c'est construire. Dans cet épisode, Ludivine Poulet raconte les réorientations, les doutes, les départs, les diagnostics, les petits bonheurs et les réajustements. Une vie à l'étranger qui ne suit pas exactement le scénario prévu, mais qui prend racine ailleurs. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go direction Yale dans le Connecticut. Alors salut, moi c'est Ludivine. Je suis donc localisée dans le Connecticut, dans la ville de New Haven. Pour situer, parce que moi personnellement avant je connaissais pas du tout, c'est là où se trouve l'université de Yale. En général, ça parle plus. Je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Et puis ça va faire 9 ans que nous sommes aux États-Unis. Voilà, avant nous étions en Angleterre. Et voilà. Bienvenue Ludivine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir me raconter ton histoire dans le podcast. Je sais que tu es un petit peu stressée, tu vas voir, ça va bien se passer. Tout à fait. Tout va bien aller. Tu disais, quand on discutait, on évoquait ensemble un peu cet épisode, tu me disais que voyager, c'était pas du tout ton rêve au départ. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui à ce premier départ de France finalement, qui était un départ vers Oxford, il me semble, en Angleterre? C'est ça. Moi, j'ai jamais imaginé voyager. Moi, j'étais plutôt comme la petite française un peu classique qui se voyait. C'est quoi la petite française classique? Je sais pas, ça fait vraiment très cliché. Mais en vrai, dans ma tête, c'était vraiment comme ça. La petite fille qui va rencontrer son petit copain. Hop. Tu te voyais faire ta vie là où tu avais grandi? Ah ouais, moi, je voyais exactement autour de ma famille. Même si en même temps, habiter près de ma famille, je pense que ça ne me conviendrait pas du tout. Peut-être plus maintenant avec du recul, mais. Moi, je voyais me marier. C'était vraiment un rêve de me marier, beaucoup plus que de voyager et d'avoir des enfants. Je voulais des enfants, mais c'était pas tout de suite ce qui me plaisait. Moi, je voulais à tout prix me marier. Je voulais un mariage. Qu'est-ce qui te faisait rêver dans le mariage? Pas un grand truc de princesse, mais je voulais faire la fête avec nos amis, montrer que j'avais trouvé quelqu'un de génial et qu'il fallait que tout le monde le connaisse. D'accord, trop bien. Et après, non, moi, j'ai jamais aimé voyager. C'était plutôt le rêve de ma sœur, ça. Mais ma sœur, elle rêvait de voyager aux États-Unis. Donc j'ai rencontré mon mari, on était très jeunes au final. Pareil, ça quand j'étais jeune, jamais je m'étais dit je rencontrerai quelqu'un à l'école, je vais plutôt avoir plusieurs copains et puis on verra plus tard.
voilà, le bon et on se posera plus tard. Et non, en fait, je l'ai rencontré quand j'ai fait des études de biologie à Aurillac, un petit peu pour du cul du monde. Très jolie ville d'ailleurs. Aurillac, c'est pas la ville la plus froide de France? C'est ce que tout le monde dit, mais en fait, c'est parce que la température, la base météo, elle est sur le mont, je sais même plus comment ça s'appelle là-bas, sur un point culminant où il fait vraiment très très froid en fait. Et nous, non, franchement, j'avais bien aimé là-bas. Il faisait pas si froid que ça, il faisait très chaud l'été. Ouais, j'ai eu un peu de neige, mais pas plus qu'ailleurs. Enfin, bref, j'ai passé 2 ans là-bas et moi j'ai bien aimé au final. Juste que c'était un peu loin et pas très facile d'accès, quoi. Donc on s'est rencontrés là-bas, c'est pas du tout même. Donc j'étais au fait très très jeune, on s'est rencontrés, j'allais avoir 20 ans. Chose que jamais j'avais envisagée, comme j'ai dit. Et donc non, j'envisageais pas de voyager. Je voyais plutôt de me poser, acheter une maison, enfin me marier, acheter une maison, avoir des enfants, enfin faire un peu, voilà, c'est vraiment cliché, mais le petit train de vie que tout le monde espère avoir, enfin que beaucoup de personnes espèrent avoir. Chose que maintenant, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait dire oui à ce départ vers Oxford? Donc, c'est lui, on peut le nommer d'ailleurs, peut-être, ton chéri? Axel, ouais, Axel. Il s'appelle Axel. Je tiens à préciser son nom de famille qui s'appelle Axel Poulet, nom très très français. Ça va nous aider, quand on a voyagé, ça nous a beaucoup aidé ce nom de famille, parce que du coup, on se souvient très facilement, nous, parce que poulet, ça parle à tout le monde. Partout où tu vas dans le monde, ils savent tout ce que ça veut dire. Chicken en anglais, donc en Angleterre, ils savaient qui on était, et puis aux États-Unis, c'était pareil. D'accord. C'est un truc qu'on précise tout le temps, parce que généralement, ça marque l'esprit des gens. Et du coup, donc Axel, il a continué lui en bio, moi j'ai arrêté, et en fait, il est parti en thèse. Et sa thèse, on a voyagé grâce à sa thèse, à ce moment-là, on était à Clermont-Ferrand. C'était le deal de sa thèse, c'était 1 an et demi à Clermont et 1 an et demi à Oxford. En fait, avant de commencer sa thèse, on savait que quoi qu'il en soit, on partirait faire la moitié de sa thèse en Angleterre. Et du coup, au départ, il m'a quand même demandé. Il m'a dit, est-ce que toi, ça te tente? Et moi, j'ai dit, l'Angleterre, franchement, clairement, ça me faisait pas trop rêver. J'avais un peu l'idée de l'Angleterre que tout le monde a, où il fait mauvais, où voilà, les Anglais, bof, quoi. La nourriture, c'est pas trop ça, quoi. Et puis j'ai dit oui quand même, je me suis dit, allons-y, on est tous les deux, de toute façon, on est jeunes. Allez, tentons l'expérience, en fait. Mais j'étais pas plus motivée que ça à partir, franchement. Donc lui, il est parti avant moi, parce que moi, à l'époque, j'étais en train de finir mon BP fleuriste. Donc moi, il fallait que je passe mon diplôme. Et lui, il est parti, donc on s'est mariés en février 2021, il est parti 3 semaines après, début mars. Il est parti à Oxford. Et moi, j'ai fini mon année à Clermont, et je l'ai rejoint en juillet. Et on a passé, donc moi j'ai passé 1 an à Oxford, et lui il a passé 1 an et demi là-bas. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, les 6 mois quand même, c'est pareil. Enfin, un peu moins de 6 mois, c'est un peu chaud quand même. C'est-à-dire, ouais. Surtout juste après le mariage. On venait juste de se marier. Et lui, il partait, moi je partais pas. Mais bon, ça s'est fait. Hein. Et alors, comment ça s'est passé cette première année en Angleterre, toi qui disais avoir un anglais un peu tout bidon et qui allait un petit peu à reculons? Un anglais tout à fait basique de quand tu sors de l'école et où tu te rends compte que ce que tu apprends à l'école, en France en tout cas, clairement, ça ne nous sert pas à grand-chose quand même. Savoir que les temps irréguliers, c'est ça, franchement, on va pas te demander quelle est la forme irrégulière du verbe, je sais pas. Donc au départ, j'y suis allée... J'étais quand même motivée au final, parce que j'étais quand même contente, même si c'était pas partie de mes projets, j'étais contente de partir. Et arrivé là-bas, au début, ce qui nous a beaucoup aidé, en fait, c'est que Axel, à chaque fois après on va le voir par la suite, mais il est passionné de rugby, donc il fait du rugby depuis tout le temps, depuis qu'il a 4 ans, je crois. Donc il s'est tout de suite mis dans une équipe de rugby, et là, ça a créé notre premier cercle, en fait, d'amis. Ouais, c'est chouette pour rencontrer. Et grâce à ça, il y a beaucoup, comme de partout dans le monde et les grandes villes universitaires comme ça, il y a plein d'étrangers, il n'y a pas que des Anglais. Donc du coup, tout de suite, on s'est mis dans ce groupe-là, et en fait, ça nous a beaucoup aidé. Alors au départ, moi, je parlais pas du tout en anglais. Je me rappelle trop les premières soirées où t'arrives, tout le monde rigole, tu rigoles, mais t'as rien compris. Hein. Voilà, tu sais pas pourquoi ils rigolent. Ça, je m'en souviendrai très bien. Et qu'après, mon fils qui a 6 ans, qui fait la même. Des fois, il comprend pas les blagues, mais il est à table avec les grands quand on a des copains et trucs comme ça. Puis tu le vois qu'il essaie de suivre en fait les blagues, tu vois. Puis tu fais, mais t'es pas obligé. Moi, clairement, j'ai fait ça. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Donc au début. Toi, tu rigolais à gorge déployée aussi. C'est ça, je rigolais. Puis après, je regardais Axel. Et Axel, il a toujours compris beaucoup plus facilement que moi l'anglais, et beaucoup plus rapidement. Et il parle avec un accent qui est beaucoup plus français que moi au final. Mais il a tout de suite mieux compris. Et même encore maintenant, des fois, si les gens ils parlent très fort, avec un accent très fort, il va beaucoup mieux comprendre que moi. Mais du coup, les premières soirées, ça ressemblait un peu à ça. On était avec tous ces Anglais. Puis l'accent british, il est quand même aussi très fort. Enfin, à Oxford, l'accent était très poche, très Victoria Beckham. C'est vraiment un accent particulier. Et ça, pareil, à l'école, tu l'entends pas, donc tu comprends pas. Enfin, je sais pas, moi, j'avais beaucoup de mal au départ. Mais, et ce qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir cherché du travail. Donc, j'ai pu travailler en tant que fleuriste. À Oxford, il y a un marché couvert.
Et j'avais été postulée en me disant, allez, on tente. À mon avis, je serais pas prise parce que clairement, les seules choses que je sais dire en anglais, c'est je m'appelle Ludivine, je viens de France, j'habite à côté de Lyon et voilà quoi. Mais tu me disais que les Français, dans l'artisanat aussi, des fleurs, etc., c'est vachement bien vu, non? C'est ça. Quand j'ai dit que j'étais française et que j'étais fleuriste, parce que tout de suite, la première question qu'elle m'a posée, la boss, c'était est-ce que moi, t'es fleuriste? Parce que, enfin, voilà. Et j'ai dit oui, je suis fleuriste. Et là, tout de suite, ils savent quand même, quand c'est des fleuristes qui connaissent bien leur Qui ont un métier, qui sont savoir-faire. vraiment calés dans ce, voilà, qui ont un savoir-faire, ils savent que quand tu viens de France ou même d'autres pays, comme voilà, en Europe en général, quand même, il y a un savoir-faire. Bah, l'artisanat français, c'est quand même connu, donc c'est réputé. Donc tout de suite, elle m'a dit ok. Je lui ai dit vous êtes sûre? Parce que quand même, je parle pas du tout anglais. Et non, c'est Genre, pas tu grave. lui demandes, mais vous êtes sûr? Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, vous savez, enfin, pour parler avec les clients et tout. Et en fait, en Angleterre, c'est comme ici aux États-Unis, enfin, la boutique dans laquelle j'ai bossé, il y a toujours une personne qui va s'occuper de la vente et d'autres personnes qui vont en fait faire la confection des bouquets et faire la création. Donc en fait, moi, je faisais juste partie de cette équipe-là. Je disais bonjour aux clients, mais c'est pas moi qui allais les aider, leur demander ce qu'ils voulaient et remplir les bons de commande. C'était pas ça. Donc au final, c'était cool parce que je faisais ce que j'aimais et en même temps, bah, ça m'a permis d'apprendre à améliorer mon anglais aussi, ce qui n'était pas très... C'est trop, trop cool. Et alors, tu me disais que pour toi, cette année, qui est en fait du coup ta première année à l'étranger, qui à l'époque tu pensais allait peut-être être la seule, bah, ça a été une des plus belles années. Et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi et comment elle t'a tant marqué? Qu'est-ce qui a été si fort en fait au cours de cette année? Je pense que c'est justement les gens qu'on a rencontrés là-bas. L'équipe avec qui on était, tous les copains qu'on s'est fait, il y a des gens avec qui je parle encore maintenant. C'était vraiment je sais pas, on avait une ambiance, on faisait plein de choses ensemble. Et puis l'Angleterre, ce qui est génial, c'est que tu as ta journée de travail, tu finis tôt en général. Je crois que je finissais, c'était quoi, 5 heures ou 5 heures? Un peu à l'américaine. Et puis après, tu te retrouves, c'est ça. Sauf qu'après, tu te retrouves dans les pubs. Ça se fait énormément en Angleterre. C'est cliché, hein. Dans le pub. Ah, mais ouais, mais c'est tellement vrai, en fait. Et puis, tu vois là où tu peux aller faire ton shopping, tu peux aller te balader, tu peux aller te poser dans les parcs. Parce qu'à Oxford, on habitait, il y a un un collège, comme on appelle ça là-bas, une université. Comment elle s'appelait? Christchurch. Et il y avait un immense parc. Ça faisait un peu le château à Harry Potter, exactement. Ils sont inspirés d'ailleurs de ce château pour la grande salle de dining, tu sais, la dining room. Oui. On allait se poser là-bas. On allait le long de la Tamise. Ok. La rivière, ouais. Et c'est, voilà, la rivière, merci. Mm-hmm. Et franchement, le fait cette bande de copains était génial. Et ça m'a tout de suite mis dans une ambiance très anglaise et on vivait au rythme anglais, on se baladait à vélo, on n'avait pas de voiture, ça j'ai adoré aussi tout, on faisait tout à vélo. C'était une aventure, mais du coup on faisait vraiment l'aventure à fond comme les Anglais font. Et voilà, je m'étais dit qu'il allait passer un an, au final j'étais vraiment à fond dans l'aventure. Ouais, puis vivre à Oxford aussi, c'est une petite ville universitaire, d'ailleurs, qui doit être assez similaire à New Haven, en fait, d'une certaine manière. Ce qui s'appelle les College Towns. Je pense que c'est même plus petit, ouais. Non, mais je veux dire au sens où la ville tourne autour de l'université, quoi. Ah oui, de l'université, ah bah carrément, ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment ça, la bande de copains qui a fait que j'ai adoré cette année. Et franchement, le job que j'avais là-bas, j'ai trouvé une équipe... ma manager, elle était géniale, c'est devenu une amie. Elle me faisait faire plein de choses, il me faisait visiter des trucs. J'ai été faire avec elle en tant que fleuriste des concours de fleurs, chose que j'avais pas du tout fait en France. Elle m'a emmenée à Londres, enfin on a fait plein de choses et franchement, on était vraiment intégrés. Et le but je pense que les gens, ils voulaient vraiment nous montrer à quoi ça ressemblait leur vie là-bas. C'est génial. Et non, moi j'ai adoré mon année en Angleterre. Franchement, à la fin, j'ai pleuré quand on est parti. Donc quand on a fermé la porte de notre appart, j'ai pris en photo notre appart avec la porte fermée. Oh là là, mais j'ai pleuré, c'était horrible. Et on s'était dit de toute façon, on reviendra. Et bon, à ce moment-là, c'était la période du Brexit. Il venait juste d'être voté. Donc bon, au final, c'était un peu plus compliqué de revenir après. Mais... Ne jamais dire c'est vrai jamais. que même encore maintenant, si à Caxel, on en parle, des fois, on aimerait retourner là-bas. Mais la vie est bien plus chère qu'ici. Parce que tu gagnes pas. Aux États-Unis, les salaires sont quand même élevés aux États-Unis. Donc ça va avec la vie. Alors qu'en Angleterre, la vie est élevée, mais les salaires sont pas très élevés. Et le fait qu'il y ait le Brexit, ça complique un peu les choses parce qu'il faut des visas maintenant. Donc, Et puis bon, voilà. Il y a d'autres choses qui sont passées ici. On est très bien ici maintenant. Mais quand même, je retournerai bien en vacances là-bas. On va en parler justement. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta reconversion. Tu as commencé par les sciences, tu le disais, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés avec Monsieur Poulet. Tu es passé ensuite par l'architecture d'intérieur. Et puis aujourd'hui, ta passion, c'est ton métier aussi, c'est les fleurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement? Comment est-ce que tu en es arrivée là? Alors, donc, au départ, effectivement, j'étais dans la science, la bioinformatique précisément. Donc, c'est tout ce qui est analyse de données biologiques sur l'ordinateur, avec plein de programmation. Mon mari, il est encore là-dedans, lui, donc il fait plein de programmation et
tu sais, les codes que tu vois, vraiment, voilà, il code toute la journée. Enfin, moi, ça Il en m'intéresse faut, pas hein. du tout. Voilà, c'est ça. Après, il fait aussi de la microbio et des choses comme ça, donc il a aussi des petites périodes où il est en labo. Moi, ce qui me plaisait beaucoup en fait dans la science, c'était vraiment le côté labo et manipulation de choses en labo. Et en fait, ça se fait beaucoup moins maintenant qu'avant, parce que tout devient informatisé ou tout se fait par des machines. Et puis, je sais pas, ça me plaisait pas. Pourtant, quand j'étais plus jeune, vraiment, je me voyais faire une thèse comme lui, partir. Mais je pense que c'est plus parce que j'avais des facilités à l'école, donc on m'a poussé à faire un bac S, et les gens te disent, bah voilà, si t'es fort, tu vas au plus haut. Et en fait, je pense que dans ma tête, c'était parce que voilà, c'était ça. Mais ça me plaisait pas du tout, en fait. C'était pas du tout fait pour moi. Donc, du coup, effectivement, je me suis réorientée dans l'architecture d'intérieur. C'est bien, t'as réussi à t'écouter. Ouais, ça a été très dur. Mes parents m'ont beaucoup aidée à ce moment-là. Parce que je me rappelle, j'avais fait un stage à la fin de mon DUT, donc en bioinformatique. J'avais fait un stage à l'INRA, à Thais, à côté de Clermont, dans un bled, pareil, un peu paumé. C'était bien, c'était très bien passé, j'étais dans une bonne équipe et tout, mais je revenais à la fin, j'ai pleuré, pareil, je pleurais parce qu'en fait, je me rendais compte que ça me plaisait pas, c'était pas pour moi, et ça me faisait une boule, tu sais, quand t'as la grosse boule de stress dans la gorge, là, et que ça t'empêche de penser, en fait. Et j'étais là, je peux pas rester là-dedans, et mes parents, du coup, m'ont vachement aidé à, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que t'aimes faire. Et du coup, je me suis lancée dans l'archi d'intérieur, la décoration d'intérieur, ça m'a bien plu, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu un BTS là-dedans, qui au final ne me sert plus du tout à rien aujourd'hui. Quoique, si, parce que quand même, il y a de la déco, il y a de la couleur, j'ai appris plein de choses qui m'aident quand même dans les fleurs, je pense, ouais. Et donc, j'ai fait ça, et puis, il y avait tellement de personnes qui faisaient ça à cette époque aussi, que je pense qu'il y avait plus de personnes qui étaient diplômées que de débouchés vraiment. Et puis, du coup, c'était un peu la compète, voilà. Et puis, je sais pas, ça me plaisait pas, et j'arrêtais pas de dire à mon mari, on n'était pas encore mariés à cette époque, on était déjà à Clermont, donc lui, il était en train de faire sa thèse. Et je disais, mais ça me convient pas, j'aime, mais il manque quelque chose, en fait. Il manque quelque chose de plus créatif. Et il savait, je pense qu'il savait que je voulais être fleuriste à cette époque-là. J'en avais parlé quand j'étais plus jeune déjà, que je me rappelle que plein de personnes... Ouais, j'en avais déjà parlé que... Mais même ma mère, à ma maman, je me souviens, j'avais une discussion avec elle, elle me disait, oui, mais tu sais, fleuriste, tu vas travailler les week-ends, tu vas travailler les jours fériés, il fait froid, enfin, tu vas rester debout tout le temps. Enfin, plein de personnes me disaient en fait tous les côtés négatifs du métier. Mais quand même, ça m'attirait. C'était quoi qui t'attirait? C'était la relation aux la création, fleurs, je pense, en fait. La création. Moi, j'aime vraiment créer, voilà, faire des choses avec mes mains. Vraiment, la création, l'artisanat, ça me plaît beaucoup. Et du coup, Axel m'a dit, vas-y. Vu qu'on est plus vieux, on n'a pas vraiment besoin, en fait, à cette époque-là, voilà, nos parents nous aidaient plus financièrement, en fait, on se débrouillait un peu tout seul. Et du coup, je me suis lancée dans le CAP BP fleuriste à plus de 20 ans, quoi. Et franchement, au final, c'était simple pour moi parce que, franchement, meilleure décision, ça me plaisait tellement. Et vu que j'avais un niveau, parce que j'étais plus âgée, j'avais d'autres études, au final, en plus, je m'en sortais super bien. Enfin, clairement, niveau résultats scolaires, par rapport aux jeunes qui sortent et qui ont 16 ans, parce que tu peux commencer à faire ça à 16 ans. Et non, pareil, j'avais trouvé un bon groupe de copines, pareil, qui étaient un peu plus âgées comme moi, qui se réorientaient. Et non, j'avais des profs qui étaient géniaux. Et apprendre, voilà, j'ai appris tous les noms des fleurs, tout ce que tu as besoin, parce qu'en France, voilà, il faut un diplôme pour être fleuriste. N'importe qui ne peut pas être fleuriste, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, en même temps, les fleuristes, t'en trouves pas facilement. Enfin, c'est quand même très rare. Non, des vrais fleuristes, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais fleuristes qui connaissent leur métier, qui savent faire un bouquet comme on fait nous à la française à la main, moi, j'en ai rencontré un ou deux, il n'y en a pas beaucoup. Clairement. Moi, j'adore aller chez le fleuriste quand je rentre en France. Et c'est juste même te dire... Je vous pour donne... l'odeur. J'adore, c'est clair. Puis ils connaissent tout et tout. Puis tu leur dis, vas-y, je sais pas ce que je veux, je vous donne 20 €, faites-moi quelque chose de joli. et on te fait toujours des trucs et tu repars, t'es trop fière avec ton bouquet. Moi, j'adore le fleuriste. Moi, j'adore... toi, tu dis que quand tu vas en France, tu aimes retourner chez le fleuriste. Moi, j'adore y retourner aussi juste pour justement cette odeur. Parce que ici, dans toutes les boutiques de fleurs dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas souvent cette odeur vraiment de fleurs fraîches. Ah ouais, ça comment sent ça se fait ? Ça sent, je sais pas, ça sent pas du tout pareil ici, parce que souvent les boutiques de fleurs ici, elles sont pas que fleuristes. Moi, celle où je travaille, ça fait aussi garden center, donc il y a un extérieur, donc du coup c'est tout le temps ouvert. Il y a pas que, c'est pas un tout petit, une petite boutique refermée avec que des fleurs, c'est pas du tout ça. Mais puis ici, tu trouves beaucoup les fleurs en supermarché en fait, qui sont pas toujours aussi. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici. C'est dur de trouver ailleurs que le supermarché, je trouve en fait. C'est ça. Ou alors, faut être justement dans des petites villes où il y a plein de petites boutiques, mais c'est pareil, des centres-villes aux États-Unis, c'est pas non plus. Ouais, ça court pas. C'est pas comme en Europe en fait. Ouais. Donc voilà, donc, je me suis réorientée là-dedans et franchement, franchement, je me suis vraiment épanouie, je pense.
Je m'amusais vraiment à le CAP et le BP encore plus, parce qu'avec le BP, donc le bac... professionnalise encore plus. C'est quoi? Ouais, bref, ouais. Ça professionnalise. Et du coup, j'ai vraiment appris plus ce qui est lié aux événements, au mariage, tout ce qui était compta. T'apprends en fait, là, c'est plus poussé, et tout ce qui est plus minutieux, donc à faire des petites boutonnières pour les mariages, des bijoux, des choses comme ça. Les vitrines et tout, enfin moi j'ai adoré. Mais c'est trop bien. Et tu travailles en fait aujourd'hui du coup dans ce métier artisanal français depuis l'étranger. Est-ce que tu ressens une certaine fierté culturelle? Alors quand on me dit à chaque fois, quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis fleuriste, souvent déjà les gens ils font waouh, t'es fleuriste? J'ai jamais rencontré de fleuriste de ma vie. Et là tu me dis ouais, je suis fleuriste. et je leur dis oui, il me fait mais c'est-à-dire tu fais quoi et tout, et quand tu expliques, et les gens ils sont tellement vraiment, puis ces Américains ils en rajoutent un peu toujours, donc waouh. et quand t'expliques, et c'est vrai que je leur dis que moi j'ai été à l'école et que j'ai 2 diplômes et que voilà, que je suis une fleuriste, mais que je suis une vraie fleuriste en fait. J'aime insister sur le fait que je suis une vraie fleuriste et que je suis pas la fleuriste du coin de la rue là qui sait pas faire un bouquet quoi. Bon, je le dis pas comme ça, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que j'aime bien le dire parce qu'en fait, puis moi c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un métier passion. C'est vraiment quand je vais me lever pour aller me faire le vendredi, quand je travaille, je me lève à 5h, voilà, je me dis pas oh là là, faut que je me lève. Franchement, j'adore, même si c'est 5h du matin, je me lève, je suis hyper contente d'aller au travail et c'est vraiment ma journée ma journée passion quoi. J'adore ça, c'est vraiment je pense que ce genre de métier dans l'artisanat, si t'es pas passionné, déjà ça peut pas fonctionner, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Tout ce qui est artisanat, c'est comment dire? Ouais, si t'es pas passionné, je pense que tu vas pas pouvoir donner le meilleur de toi-même, et du coup, ça va se ressentir automatiquement dans ce que tu fais. Moi, j'ai eu travaillé avec des fleuristes qui faisaient ça parce que elles savaient pas quoi faire d'autre, ou juste elles aiment les fleurs, elles te disent qu'elles aiment les fleurs comme ça. Mais il y a pas la passion quand elles font leur bouquet. Tu vas voir une sacrée différence entre quelqu'un qui est passionné et qui ne l'est pas, moi, je trouve. Ouais, ça fait toute la différence. Enfin, je veux dire, c'est le cas avec plein de gens. Si tu prends goût, c'est ça. Alors, du coup, donc, on s'est arrêté dans notre parcours à Oxford. Comment est-ce que tu te retrouves aux États-Unis et vous n'arrivez pas immédiatement dans le Connecticut, vous commencez par le sud américain, par le coin d'Atlanta, il me semble, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, Axel, donc, il a eu sa thèse. On est rentré brièvement en France pour la présentation de la thèse. On a fini en Angleterre. Et là, en fait, quelques mois avant la fin de la thèse, souvent, tu dois chercher ce qui s'appelle un postdoc, un postdoctorat, après ta thèse. Et le mieux dans la science, c'est quand même de le faire à l'étranger. Donc, il m'avait dit, vu qu'on a fait une année là, est-ce que je cherche en France, on rentre en France, ou est-ce qu'on part ailleurs? Retenter ailleurs, quoi. Et moi, je lui dis franchement, l'Angleterre, j'ai adoré, donc vas-y, on tente ailleurs. Chose que j'aurais pas du tout dit 1 an et demi avant. Incroyable, en 1 an, retournement de situation, quoi. Nos familles, tous super surpris, contents, mais quand même, vous partez où, quoi? Ouais, surtout sûr, quand normal. il a postulé, c'est ça, et puis il commençait à entendre qu'on a postulé, il a postulé en Australie, aux États-Unis. Il y avait un peu d'Europe, je crois, mais c'était pas. De toute façon, dans la science, là où il y a le plus de financement, c'est aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de personnes, voilà, ça se sait, c'est pas en Europe. Australie, ça nous plaisait aussi, mais quand même, il y a beaucoup plus de décalage horaire. Les prix des billets d'avion sont plus chers. Et puis bon, au final, de toute façon, il n'avait pas été retenu. Il a été retenu donc, effectivement, à Atlanta. Atlanta, donc dans le sud des États-Unis, dans l'État de Géorgie. Donc, on a débarqué là-bas. Donc, pareil, il est parti un peu avant moi. Il est parti en août. C'est quelle année ça? 2016, ouais. Tu connaissais, toi, Atlanta, les US, ne serait-ce que de nom avant de partir? Alors, États-Unis, moi, je connaissais un peu comme ça, mais franchement, je suis placée San Francisco, New York, la Floride, voilà. Tu étais jamais Atlanta, quand il m'a dit Atlanta, non, j'avais jamais été aux États-Unis. C'était vraiment pas, comme j'ai dit avant, c'était pas du tout un rêve. Moi, les États-Unis, j'ai dit ok, on y va parce que l'aventure m'avait trop plu en Angleterre. Quand on a dit ça à ma famille, ma sœur, qui par contre, je me souviens, m'a dit « Oh là là, mais c'est mon rêve, les États-Unis !» Je dis « écoute. » Désolée. Et du coup, elle est partie avec nous au départ. C'est pour ça que je dis oui. pas. Elle est partie avec nous les 3 premiers mois. Elle est partie sous ESTA avec nous. Donc, quand on lui a dit que c'était Atlanta, elle était là, moi, j'aurais préféré New York. Et donc, effectivement, Atlanta, moi, je savais pas du tout où c'était. Je me rappelle trop quand Axel m'a dit « J'ai un poste à Atlanta », j'étais là, mais d'abord, c'est où, quoi, en fait, parce que je sais même pas le placer sur la carte des États-Unis. Non, franchement, moi, j'ai adoré aussi. Je pense qu'en fait, du moment que j'ai aimé la première année,
le fait de partir m'a tellement plu que de toute façon, maintenant, n'importe où on ira, je trouverais que c'est une aventure géniale. Donc, on a atterri à Atlanta. Et donc, ma sœur est partie avec nous. D'accord, génial. Et donc, du coup, vous vivez à Atlanta, en Géorgie, de 2016 à 2019, c'est ça que tu me disais, un truc comme ça? Ouais, 2016-2019, ouais. Au départ, c'était parti pour un postdoc de 2 ans, donc renouvelable tous les ans. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, tu dois retourner en France pour faire ton visa. Puis c'est stressant, c'est quoi. Horriblement pénible. C'est stressant parce que tu sais jamais si tu vas l'avoir, même si normalement tu l'as. Mais et puis ça engendre des coûts à chaque fois, revenir à chaque fois en France aussi. Et au final, il avait réussi à avoir 6 mois de plus. Donc au bout de 2 ans, on est retourné en France pour faire 6 mois de visa. Et après, il m'a pareil, la même question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc il a postulé, il a eu ce poste ici. Donc c'est un deuxième postdoc à Yale. Deuxième postdoc. Sauf que cette fois, on a demandé si on pouvait tout de suite avoir un visa de 2 ans et demi. Comme ça, sur le passeport, voilà, tu as tout de suite ton visa de 2 ans et demi, tu n'as pas besoin de repartir tous les ans pour faire valider ton visa. Puis si tu rentres en France, c'est parce que tu veux être en vacances. Sous la gorge, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, tu as un peu plus de sécurité, tu te sens moins stressé. Même si tous les ans, il faut quand même revalider avec l'université, tu sais que ton visa, il est valable 2 ans. Donc, on a fait ça, ouais. D'accord. Et donc, vous vous installez à New Haven, dans le Connecticut. Donc, pour ceux qui ne situent pas, c'est quoi? C'est entre Boston et New York, en gros, sur la côte est américaine. Petit État pas très connu, parce que généralement, on ne connaît pas trop. Et pourtant... Connecticut, c'est là qu'il y a tous les riches new-yorkais. Les riches, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est un des États les plus riches. Je crois que c'est le... Je ne sais pas cette année, je n'ai pas regardé, mais il y a 2 ou 3 ans, c'était le 3e État le plus riche des États-Unis. Ouais, donc, c'est très, très riche. Il y a des maisons énormes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est les trucs qu'on voit dans les films. Et alors, donc, à ce moment-là, vous vous installez donc dans le Connecticut, nouvelle vie, 3e expérience à l'étranger déjà en quelques années. Et puis vous, à ce moment-là, vous décidez de fonder une famille et vous allez entrer en fait dans un parcours de PMA. Est-ce que tu peux me raconter comment ça démarre pour vous? Alors ouais, c'était quand on avait en 2017, 2017, 2018. C'était avant le Covid. On était sous visa J2. Enfin, moi, j'étais sous visa J2, mon mari sous visa J1. Donc là, je pouvais encore travailler. Et après, avec la suite de son poste, il a dû passer sur un visa H1B. Et moi, j'avais un visa H4. Là, je pouvais pas travailler. Parce que voilà. Et du coup, on s'était dit, oh là là, moi, clairement, je me disais, je vais m'embêter, quoi. Enfin, si on reste 3 ans renouvelable 2 fois, ça fait 6 ans sans travailler, clairement, je vais péter un câble. Et en fait, on s'était dit que du coup, c'était peut-être le moment de fonder une famille, parce que j'allais avoir du temps, qu'on allait être plus posé du coup, parce que j'allais moins travailler. Donc effectivement, on a décidé de tenter. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Et au bout d'1 an, l'avantage, c'est que par rapport à la France, on a été pris en charge tout de suite, parce qu'en France, je sais que j'avais des copines qui étaient dans le même cas que moi, qui ont attendu 2 ou 3 ans avant de pouvoir commencer la PMA. Pendant longtemps, ouais. La PMA, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est procréation médicalement assistée, c'est avoir besoin d'un coup de main de la médecine, en gros, pour pouvoir avoir un bébé, quoi. Tout à fait. Et ça aide bien. Et du coup, donc on est passé, au bout d'1 an, on a tout de suite été pris en charge par donc ici, le centre de fertilité de New Haven. Au départ, on était un peu en stress parce qu'on s'est dit, waouh, aux États-Unis, ça coûte très très cher la santé. Donc, en tant que bon Français, on s'est d'abord vachement renseigné sur le coût que ça allait avoir. Et en fait, on était avec l'université de Yale, on a une assurance qui est vraiment en or. Et on avait le droit à un certain, je crois que c'était $20,000 pour débuter la PMA, qui était remboursé. Enfin, qui était totalement pris en charge, où on n'avançait aucun frais. Donc, on a dit, c'est bon, voilà, on n'a pas au moins ce stress-là, donc on peut continuer. On a fait tous les tests, parce que voilà, au début d'un parcours comme ça, tu as plein de tests. Pour diagnostiquer, en fait, pourquoi ça ne marche pas. C'est ça. Sauf qu'en fait, il n'y avait rien qui n'allait pas du tout. Aussi bien chez lui que chez moi, tout était OK, tout était même plutôt bien. Non, même pour l'âge, parce que là, j'étais comment ils appellent ça en France, ils disent pas une personne âgée, comment ils disent que tu es trop vieille pour procréer. Les grossesses gériatriques. Ouais, voilà, c'est ça, gériatrique. Donc ici, il me disait que pourtant, là, j'étais déjà plus âgée, parce que j'avais plus de 30 ans. Et non, tout était OK, tous mes taux étaient normaux. Donc on a commencé stimulation ovarienne et IUI, insémination. Un premier cycle qui n'a pas fonctionné et un deuxième cycle qui a fonctionné. Donc là, c'était au bout pratiquement 2 ans après. Ouais, c'était 1 an, presque 2 ans, ça va faire. Ouais. Donc c'était top. Franchement, c'était trop bien. Très content. D'ailleurs, j'ai annoncé à Axel que j'étais enceinte. C'était le jour de la fête des mères américaines, il me semble. C'est ça. Le jour de la fête des mères américaines. Je lui avais dit, ça y est, ça a marché, quoi. Donc c'était trop cool. Donc on était contente, t'es sur ton petit nuage, tout va bien. Je suis enceinte, trop bien.
quand je dis ça, maintenant, je me dis, voilà, nous, on a attendu 2 ans. Je sais qu'il y a des gens qui attendent beaucoup plus. Mais déjà 2 ans, Bien sûr, c'était... bien sûr. Ouais, quand tu veux quelque chose, c'est déjà long. Et on l'avait tout de suite annoncé à nos familles, vu qu'elles étaient toutes au courant du parcours. Vu qu'on était loin, on les tenait vachement au courant de tout ce qui se passait quand même. Donc, ouais, c'était parti pour une grossesse aux États-Unis. D'accord. Et donc, tu tombes enceinte à cette deuxième tentative. Et très vite après, en fait, il y a une avalanche d'examens, pas mal de peurs et de diagnostics. Est-ce que tu as eu, tu le dis, hein, tu as eu le temps de te réjouir quand même de tout ce qui t'arrivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment s'est passée cette grossesse? Une semaine... Alors, la partie grossesse en elle-même, c'est très, très bien passé. On va dire que le bébé, lui, se développait très bien. Mais voilà, moi, j'ai eu, au bout d'une semaine, j'étais au travail. Et en fait, quand je suis allée aux toilettes et mes urines étaient pleines de sang. Je vais le dire clairement parce que je ne sais pas trop comment le dire autrement. Donc là, j'étais pas spécialement paniquée parce que pour moi, je m'étais dit, je dois faire, je sais pas, une infection urinaire. Je savais que quand tu es enceinte, il y a beaucoup de personnes qui font des infections urinaires ou des choses comme ça. J'étais pas trop inquiète parce que j'avais mal nulle part, j'avais rien du tout. En voyant le sang, moi, j'aurais tout de suite pensé fausse couche, j'aurais eu encore plus peur, je pense. Alors, non, parce qu'en fait, je savais que c'était pas... c'était vraiment mes urines, en fait, qui étaient rouges. Je savais que c'était pas des pertes vaginales ou autre chose, c'était vraiment mes urines. Et je suis rentrée le soir, je vais quand même le dire à Axel, parce que bon, quand même. Et là, lui, il m'a dit, non, mais tu te rends pas compte, faut qu'on aille aux urgences tout de suite. J'étais OK. Mais je pense que j'avais tellement peur qu'en fait, ce soit quelque chose de grave. Voilà. Vu qu'on venait d'enfin, j'étais enceinte, ça faisait une semaine qu'on savait que j'étais enceinte, franchement, voilà. Mais bon, du coup, on est parti. Et en fait, les premières analyses, on n'a pas réussi à les faire comme il faut. Parce que justement, mes urines étaient trop concentrées en sang. Donc, c'était trop épais. Donc, les machines n'arrivaient même pas à lire la dose, la concentration en fait de sang dans mes urines. Donc, à partir de là, c'est enchaîné des tas d'analyses, des tas de rendez-vous médicaux. Au départ, effectivement, ils pensaient que je faisais une infection urinaire sans douleur. Et petit à petit, au vu des résultats d'analyse, on s'est bien rendu compte que c'était pas ça. Je suis passée par plein de frayeurs. On te dit que c'est peut-être une leucémie, c'est peut-être un cancer de la vessie. J'ai eu des tas d'analyses, j'ai été voir plein de spécialistes différents. Donc tous, ils te font un bilan. Et puis tout était négatif partout. Et en fait, il s'est avéré que c'était mes reins qui n'allaient pas bien. Donc mes reins ne fonctionnaient pas bien du tout à ce moment-là. Ils fonctionnaient entre 20 et 30%. Et c'était à cause de ça, vu qu'ils ne filtraient pas très bien, mes analyses étaient horribles. Franchement, j'avais des analyses qui étaient... en fait, dans tes reins, ils filtrent. Et moi, ils ne filtraient pas comme il faut. Donc, ils laissaient passer du sang et énormément de protéines dans mes urines. On fait un petit cours de bio. Et du coup, à partir de là, j'ai été suivie... j'ai été suivie à haut risque pour ma grossesse. Vu que il y a beaucoup plus de risques quand tu as des maladies comme ça. Enfin, des problèmes comme ça, parce qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Et après, au bout d'un moment, vu que les analyses, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui ressortait. On savait que c'était les reins qui ne fonctionnaient pas, mais ce n'était pas clair. J'ai eu le droit de faire une biopsie rénale. Assez angoissant, surtout en étant enceinte. Ça se fait en ambulatoire ici. Donc, je suis rentrée à l'hôpital, toute seule, bien évidemment. Mon mari ne pouvait pas m'accompagner. Ah oui, parce qu'en plus, on est en plein Covid, donc c'est tout... C'est ça. Ouais, d'accord. C'était en plein Covid. Et même en temps normal, je ne suis pas sûre qu'ils laissent rentrer les personnes, parce que c'est quand même une biopsie, c'est quand même... Il faut quand même que ce soit dans un endroit un peu stérile et tout. Donc, je rentre dans une toute petite salle. Moi, je m'attendais à rentrer dans une grande salle d'opération, un grand truc comme ça. Non, une toute petite salle, genre un mini-bureau. Je m'installe. Et en fait, vu que j'étais enceinte, normalement, la biopsie des reins, ça se fait en prélevant le rein dans le dos. On prélève dans le dos. Sauf que vu que j'étais enceinte, même si c'était encore la biopsie, je l'ai fait, c'était quoi, juin? Fin juin, je crois. Donc, j'étais déjà enceinte quand même depuis presque 3 mois. Donc, je commençais à avoir le petit ventre qui grossissait. Donc, je ne pouvais pas me mettre sur le ventre. Donc, du coup, je me suis mis sur le dos et ils devaient piquer par devant. Donc, c'était beaucoup plus stressant parce que du coup, il y a quand même il y a le bébé. Donc, du coup, avec l'échographie, ils cherchaient le meilleur moyen d'aller piquer un petit bout de mon rein. Donc, vu que j'étais enceinte, j'ai pas pu être anesthésiée parce que ça va pas. Vache. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est douloureux, on va pas dire le contraire. Parce que tu sens bien quand ça traverse la couche. La peau, ça va, mais tu sais, la petite couche graisseuse que tu as dans le ventre, ça, tu le sens bien. Et après, quand il pique quand tu as son énorme aiguille, parce que tu vois vraiment, l'aiguille, elle est énorme, je sais pas, ça fait quoi, 20 ou 30 cm. Quand il claque, là, tu entends un petit claque et tu sais que c'est ça qui... Voilà, ça a été piqué un bout. Ouais. Quand tu ressens, quand tu vois, tu as une douleur hyper intense pour un micro-bout qui fait 3 mm de long. Donc bref, la biopsie s'est passée. Au final, ça s'est pas trop mal passé. Je suis retournée dans la salle de récup, on va dire.
vu que j'avais des soucis quand même, ils ont bien suivi mes analyses. Donc j'avais des analyses sanguines à refaire avant de sortir. Et mes analyses n'étaient pas bonnes, là. Ça montrait qu'en fait, comme s'il y avait un saignement interne. Donc je suis repassée dans la salle de la biopsie où j'ai eu une échographie pour vérifier que tout allait bien. Et en fait, tout allait bien. Mais alors moi, ça allait pas du tout. J'étais en stress total parce que ça m'a fait vraiment stresser. J'avais peur qu'il y ait quelque chose, voilà, que le bébé n'allait pas bien. Je crois que je te l'ai dit ça dans mes messages, que j'étais tombée sur une personne, la technicienne en fait, qui fait l'échographie, Ouais. je sais pas comment on appelle ça. Profondément humaine. Génial. Ah ouais, vraiment tellement humaine. Qui voyait que j'étais dans tous mes états, que j'en tremblais, que j'en pouvais plus, que déjà je savais pas ce que j'avais. Bah voilà, on fait une biopsie, déjà c'est quelque chose, que je sais pas ce que j'ai. Et que là, elle me disait que j'avais peut-être un saignement interne. Une fois qu'elle a vérifié que tout était OK, il y avait dû avoir un petit saignement, mais rien d'anormal au final. Elle a pris l'échographie et elle a été justement le passer sur le bébé pour que je voie que le cœur du bébé battait bien. Et alors franchement, cette personne, je l'ai vraiment adorée. Elle m'a dit que voilà, fallait surtout que je dise rien parce que elle pouvait perdre son job parce qu'elle n'avait pas du tout le droit de faire ça. Elle n'avait pas le droit de faire une échographie autre que vérifier ce qu'elle avait à faire. Et franchement, une personne tellement humaine que après, je me sentais bien mieux. Ça, c'est sûr. Et après, j'ai pu, on a fallu que je réattende encore quand même pour que l'analyse, refaire des analyses quand même un petit peu après. Et tout était OK, j'ai pu rentrer chez moi. Et suite à cette biopsie, on s'est rendu compte, en fait, que j'avais bel et bien une maladie rénale, donc une maladie auto-immune, qui s'appelle en français, je crois que c'est la maladie de Berger, je crois qu'on l'appelle comme ça. Ici, ça s'appelle une IgA néphropathie, ici, donc une maladie qui est plutôt rare quand même. Il y en a, mais c'est pas non plus la maladie la plus fréquente. Qui endommage tes reins. Donc sur du long terme, tu finis en dialyse ou souvent en greffe de rein. Moi, j'en suis pas encore là. Mais du coup, à cause de tout ça, voilà, j'avais un suivi vraiment à haut risque et vraiment très intense. Le seul avantage de tout ça, c'est que j'avais le droit à des échographies pour suivre l'évolution du bébé tous les mois. Un peu Donc plus ça, c'était le petit point positif. Ouais. Ça, c'était chouette. Et puis voilà, après on est passé... Une fois qu'on savait ce que c'était, déjà, c'était un peu plus rassurant. Et tu as des traitements du coup, parce que tu me disais même là aujourd'hui qu'on se parle en ce moment, tu es en période de crise en termes de douleur, etc. Alors ça c'est pour une deuxième maladie. Parce qu'en fait, j'ai 2 maladies. J'ai donc celle-ci c'est donc la maladie au rein qui est arrivée tout de suite au début de la grossesse. Et ensuite, à la fin de la grossesse, une fois que j'ai eu des très grosses doses de stéroïdes, donc les stéroïdes, ça cache toutes les douleurs, tout ce qui peut ne pas aller en fait physiquement dans ton corps, et même ça aide en fait à aller mieux. Donc automatiquement, je ressentais pas de douleur. Et une fois qu'on a arrêté ces traitements-là, suite à mon deuxième rappel du vaccin contre le Covid, même si j'aime pas dire que c'est suite à ça, mais bon, c'est suite à ça, qu'il y a tout le temps certaines personnes qui vont dire « Ah, c'était le vaccin Covid qui a déclenché l'autre maladie ». Oui, c'est effectivement ça. J'ai une autre maladie qui s'est déclenchée, une maladie qu'on ne connaît pas, c'est un truc nouveau, et celle-ci, effectivement, donne des douleurs articulaires. Donc ça a commencé par juste quelques douleurs au genou, et maintenant, ça va faire 3 ans. Ouais, 3 ans. J'ai des douleurs articulaires un peu partout. Ça va des genoux, des orteils, aux doigts, passant par la mâchoire, aux épaules, enfin partout. Toutes les articulations sont touchées maintenant, quasiment. Et là, en ce moment, effectivement, c'est pas trop... C'est pas une période funky. C'est pas la joie. Ouais. Donc, ça me réveille la nuit. Et du coup, je n'ai pas de traitement, vu que c'est une nouvelle maladie qui n'est pas connue. J'ai fait partie d'une étude scientifique, justement, pour essayer d'approfondir et d'aider un peu la science à trouver ce que ça pouvait être. Ça a été grâce à cette étude scientifique, c'est effectivement prouvé que le vaccin à ARN messager, donc pour la Covid, a déclenché une réponse auto-immune chez plein de patients. Donc moi, c'est effectivement les articulations. Donc déjà, ça prouve. Il y a des recherches qui se sont mises en place. Il y a plein de... Voilà, ça évolue un petit peu de ce côté-là, mais bon, ça fait que 3 ans. Donc j'ai pas de traitement là tout de suite. C'est pas curatif, mais tu as des choses pour la douleur quand même? Alors non. On a essayé, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de traiter la douleur, enfin d'apaiser la douleur. Et pour ça, j'ai déjà testé 4 traitements. Mais il n'y en a aucun qui a fonctionné. Il y en a un qui a fonctionné. Le premier, il n'a servi à rien, clairement. Le deuxième, j'avais des piqûres hebdomadaires, ce qui était très douloureux. Celui-ci, ça a diminué un peu les douleurs, mais au final, ça ne les a pas totalement enlevées. Et il y en a d'autres qui sont apparus, donc on a décidé d'arrêter parce qu'en fait, ce n'était pas une solution. Le troisième traitement, j'ai fait une énorme réaction allergique, un truc que le médecin dit qu'il n'a jamais vu, il en a parlé à ses confrères, un truc qui a perturbé encore plus mon corps, et mes analyses étaient encore moins bonnes, donc on a oublié aussi.
Le dernier m'a rendu complètement malade, c'était de la chimiothérapie, une petite dose de chimiothérapie, donc avec tous les effets secondaires de la chimiothérapie, qui sont pas très joyeux. Donc c'est pareil, j'étais tellement malade que du coup on l'a arrêté. Et puis surtout, ça n'enlève pas les douleurs. Donc être malade, si ça t'enlève tes douleurs, je veux bien, mais si en plus ça fait rien. Oui, il y a aucun bénéfice, quoi. Et là, je suis donc en attente de ma super assurance de santé américaine pour qu'elle approuve ce cachet, mais pour l'instant, elle ne l'approuve pas. Donc c'est un peu. Donc c'était en bataille. C'est mon médecin qui gère. Il a géré, il a fait tout un dossier avec mes résultats d'analyse pour expliquer ce que c'est, une lettre où il explique vraiment tous mes symptômes, tout ce que j'ai. Mais pour l'instant, l'assurance le refuse parce que en fait, ce médicament, la maladie que j'ai, ça s'apparente beaucoup au lupus. Mais c'est pas le lupus dans les analyses, mais c'est vraiment tous les effets du lupus. T'as les douleurs articulaires, une grande fatigue. Dans les analyses, tout ça, il y a plein de choses. C'est vraiment similaire, mais je suis négative pour le lupus. Donc c'est un peu dur à expliquer justement à l'assurance santé, parce que pour avoir ce cachet, il faut que je rentre dans la catégorie du lupus, où il y a 2 ou 3 maladies qui sont OK pour prendre ce cachet. Et la personne qui m'a appelée l'autre fois pour me dire justement que c'était pas approuvé, je lui ai dit mais j'ai une maladie qui n'est pas connue, donc elle n'a pas de nom. Donc, je ne peux pas suivre, en fait. Elle me parlait d'un protocole à suivre. Pour pouvoir tester ce médicament, il fallait d'abord que j'en teste 2 autres pour telle ou telle maladie. Mais je n'ai pas ces maladies-là, donc c'est un peu compliqué à chaque fois d'essayer de tester. Donc, en attendant, j'ai mal. C'est bon. On s'habitue, on va dire. On s'habitue. Je ne sais pas sûr trop si on s'habitue à la douleur, mais on apprend à vivre avec. Et alors, tu as vécu tout ça dans une langue qui n'est pas la tienne. Je sais que tu as beaucoup progressé en anglais depuis ton arrivée en Angleterre, il y a une dizaine d'années. Vivre tout ça dans une langue qui n'est pas la tienne, je sais pas, il y a parfois on se sent déconnecté peut-être des émotions, des choses qu'on vit. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça a accentué peut-être, je sais pas, l'angoisse, le stress, la sensation d'étrangeté, je sais pas si ça se dit, ou est-ce que tout s'est passé finalement aussi bien Moi, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Déjà, parce que je pense que l'équipe médicale que j'ai eue, les 2 spécialistes qui s'occupent de moi, et même tous les gens que j'ai pu voir, même au tout début, avant qu'on ait les diagnostics pour les reins, tous les médecins que j'ai vus ici à Yale, j'ai eu que des personnes qui étaient très humaines, très sympathiques. Ma néphrologue, au tout début, quand elle savait que mes reins fonctionnaient qu'à 20 ou 30%, elle me l'a pas dit. Elle me l'a dit une fois qu'ils allaient mieux. Et voilà, elle est des spécialistes. Ça fait 20 ans qu'elle fait son métier, qu'elle est spécialiste des maladies rénales chez la femme enceinte. Et en fait, elle a vraiment, à chaque fois, elle me disait que ça allait, qu'on allait trouver. Elle était toujours la vraie américaine, toujours dans l'optimisme. Et au final, ça aide beaucoup dans ces moments-là. Et après, étant donné que Axel, donc mon mari, est scientifique, ça a aidé aussi beaucoup parce qu'il comprenait. Quand moi, il y avait des choses que je comprenais pas, le médecin lui expliquait en langage, en jargon scientifique. Et au final, c'était beaucoup plus facile après pour moi de comprendre parce qu'il m'expliquait avec d'autres mots. Et il a toujours été avec moi pour tous les rendez-vous. Et même encore maintenant, donc le rhumatologue pour l'autre maladie, Axel est souvent là, on décide ensemble là du traitement à suivre. Le médecin lui parle il lui parle en langage scientifique de quel effet ça va avoir, tel médicament, sur quoi il va jouer. Et ça, je pense que ça m'aide, parce que du coup, lui, s'il comprend très bien, ça me rassure, il m'explique, et c'est plus facile. Au final, je crois que ça m'a jamais posé problème que ce soit en anglais, parce que les médecins étaient vraiment... c'était de bons médecins, donc... Mais c'est super, tu as été bien entourée, parce que c'est vrai que c'est aussi souvent le cliché qu'on a sur les États-Unis. Alors, il y a l'histoire de l'assurance par rapport à la couverture santé. Tu as été bien prise en charge jusqu'à un certain point, et là, en ce moment, c'est un peu la bataille. Et puis, on dit souvent aussi que les médecins, c'est la course, ils ont le chrono en main. C'est souvent les infirmiers ou infirmières qui... eux prennent le temps d'être humains et de tisser du lien avec les patients. Toi, tu as réussi à avoir aussi une relation de confiance qui t'a fait du bien, avec tes soignants directement. Ah oui, non. Mes 2 médecins, même, j'ai plus avec celui qui traite la 2e maladie, parce que pour l'instant, mes reins sont plus ou moins stables. Il y a des pics par moment, mais on sait le traiter. L'autre, le 2e médecin, vraiment, il m'écrit directement par message, il m'appelle s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, on est vraiment... proche, entre guillemets, si on peut dire ça. C'est aussi, après, la différence que mon mari me répète souvent, il me fait, n'oublie pas, t'es aux États-Unis, justement, donc t'es un patient. En fait, on est aussi des clients. Parce que aux États-Unis, la santé coûte tellement cher que si t'as pas les moyens de le payer,
Je pense que les médecins, je ne sais pas s'ils agissent pareil avec tout le monde au final. Après, moi, je pense que mes médecins sont très bons et très humains de base, donc si. Et puis bon, après, voilà, nous, on a une très bonne assurance, donc on n'a pas de souci avec ça, mais il y a un service après visite, je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Qui est, Ouais, c'est vraiment, ça. ils sont vraiment. Moi, j'adore mes 2 médecins. Parce que plusieurs fois, on m'a demandé, mais tu voudrais pas avoir un second avis ou en France, j'ai des amis qui m'ont dit pourquoi tu viens pas en France te faire suivre. Et après, on leur dit quand même, je suis à l'université de Yale, c'est les médecins que j'ai, font partie des meilleurs du pays, donc pourquoi j'irais voir ailleurs si j'ai confiance en eux. Voilà. Ça s'explique pas. Ouais. J'ai vraiment confiance et je les vois se battre pour avoir un médicament, quand j'ai fait une 2e biopsie rénale, voilà, ils étaient là avec moi. J'ai vraiment une bonne équipe médicale et je pense que ça aide aussi du coup à te sentir pas trop mal. Ouais, non, mais tant mieux. Et alors, du coup, on fait un peu des sauts de puce, mais au final, cette grossesse débouche très bien sur passé. la naissance d'un petit garçon. C'est ça. Tu perds les os à un peu plus de 2 mois du terme. Est-ce que tu as le temps de vivre ton accouchement ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, j'ai perdu les os 2 mois, un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi avant. Sensation très étrange d'ailleurs. Panique à bord. J'ai vécu, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais je le dis souvent, même encore maintenant, que ma grossesse en elle-même, moi j'ai adoré ma grossesse. Même si j'étais malade et que j'étais toutes les semaines soit au labo, soit chez les médecins, parce que clairement c'était ma grossesse, c'était ça, c'était toutes les semaines, à faire des analyses ou aller voir mes médecins. Ma grossesse en elle-même, je l'ai adorée. Et c'est vraiment comme ça que j'envisageais ma grossesse. Enfin, j'avais toujours une grossesse qui se passe, à part les premières semaines où j'ai quand même été malade, le premier trimestre comme beaucoup de femmes enceintes. Sinon, j'ai adoré être enceinte. J'ai pris que un petit ventre, j'avais pas gonflé de partout. Pas à cause de la grossesse, du moins. À cause des traitements, oui, j'ai gonflé partout, mais la grossesse en elle-même, c'est toujours bien passé. Le bébé s'est toujours bien développé. Il n'y a jamais eu de soucis. J'ai pas eu ce qu'avec avec la maladie que j'avais au rein, j'avais des risques de prééclampsie, j'avais plein de risques qui s'ajoutaient. Ouais, j'ai rien eu de tout ça au final. Ma grossesse, c'était un petit bonne bonhomme grossesse. Qui s'est accroché quand même. Hein. Ah, franchement, ouais. Et donc j'ai perdu les os, direction l'hôpital. J'ai passé presque 15 jours à l'hôpital avant qu'il arrive. Et donc il est né en novembre, le 28 novembre 2021. Sévan est arrivé avec ces 2 mois d'avance, en pleine période, encore le Covid, parce qu'il est sorti quand j'ai accouché. L'accouchement s'est très bien passé. Vu que j'étais malade, mon placenta avait été emmené en analyse, parce que vu que j'avais perdu les os beaucoup plus tôt, c'est toujours analysé, mais pareil, il n'y avait rien d'anormal. Et lui, il était là tout petit, vraiment un petit bébé, 2 mois d'avance. Il faisait 4, alors en français, 1,820 kg, donc minuscule. Mais il faisait pas un préma... Moi, j'en ai vu des enfants préma dans ma famille ils sont très creux, très fripés, pas le poupon dont tu rêves. Et en fait, non, Sévan, c'était vraiment le petit bébé. C'était une poupée miniature, certes, parce qu'il était vraiment petit, mais il était pas tout... on voyait pas ses os, quoi. Il était bien, il avait ses petits bourrelets quand même. Un beau petit bébé. Et du coup, il a passé un mois en service néonat. Et on est sorti justement à cause du Covid, parce que dans le service, il y avait de plus en plus de bébés qui avaient le Covid. Et le 24 décembre, il est sorti du service néonat. Donc, plus beau des cadeaux, c'est clair. Ça m'a un peu permis d'oublier aussi tout ce qui se passait à côté. La santé n'allait pas, mais le bébé, il était là et lui, il allait très bien. Et il s'est développé très, très bien. Même malgré qu'il soit préma, il n'a jamais eu de gros soucis, à part les 24 premières heures où, comme beaucoup de préma, ils font des pauses respiratoires. Sévan n'a jamais été intubé, il n'a jamais eu de soucis de santé. Donc, au final, tant mieux. Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Écoute, avant de parler de la suite, je te propose qu'on fasse une petite pause Fire Question. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ? Je pense, parce que j'ai déjà écouté tes podcasts, ouais, il me semble. Pas sûr. Alors, en gros, on va parler de ton métier de fleuriste, n'est-ce pas ? Et on va essayer de se concentrer sur les différences culturelles entre les États-Unis et la France. Et puis, des aspects concrets de ton quotidien de fleuriste aux États-Unis. L'idée des Fire Questions, c'est que tu réponds de manière spontanée, avec le cœur. Et voilà.
Ça te va ? Ok. Première question. Une fleur que les Américains adorent, mais que les Français ont tendance à snober un peu. Les Américains, ils aiment encore quand même pas mal le lys, moi je trouve. Le lys, parce que pour eux, c'est une grosse fleur, voilà, c'est imposant. On va dire que les personnes d'un certain âge vont adorer le lys, et sinon, il y a toujours la rose. La rose, malgré tout, voilà, une belle rose de jardin. Que les Français ça prend snobent ? Les Français, maintenant, je trouve. Après, voilà, ça fait 10 ans que j'ai quitté la France. Je suis pas sûre qu'on offre beaucoup de roses encore en France. On va offrir plutôt des bouquets composés que seulement un bouquet de roses. Ici, quand les gens y viennent, ils vont faire là, un bouquet de roses, que de la rose. Moi, j'ai jamais vu mon papa ouvrir un bouquet que de roses à ma maman, à part pour voilà, la fête des mères ou la Saint-Valentin. Mais s'il veut lui faire plaisir, il va acheter plutôt un bouquet mélangé. En France, on fait beaucoup des bouquets mélangés. Ici, là où je travaille en tout cas. Il y a une fleur, moi je trouve que les Américains surkiffent ici, c'est le chrysanthème, alors que pour nous c'est les fleurs qu'on met sur les tombes, quoi, en fait, à la Toussaint. Mais ici, je veux dire, tu vas à Trader Joe's ou des trucs comme ça, t'as des chrysanthèmes de partout. C'est les mums, c'est ça ? Les mums, ouais. Non. Après, aussi, c'est ça, les mums, t'as raison. C'est ça. Après, maintenant, ils sont quand même beaucoup plus jolis qu'avant, je trouve. Mais ouais, ici, surtout à l'automne, ici, dès que ça sort, les gens, ils veulent que de ça, quoi. Des mums. Moi, je me rappelle la première fois couleurs, quand il y en a partout. Toutes les couleurs, et puis il y a plusieurs types. Quand je suis arrivée à Atlanta et que j'ai commencé à faire des bouquets avec ça et que je voyais ma boss qui en commandait mais par centaines, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Parce qu'en France, effectivement, c'est ce que tu vas mettre voilà, à la Toussaint sur la tombe de ton grand-père, quoi. Donc, du coup, maintenant, je m'y suis habituée et j'avoue que maintenant, j'aime bien parce qu'en fait, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a plusieurs types, en fait, de mums. Ah, moi, j'ai appris à les aimer aussi. J'ai changé d'avis là-dessus. Autant la consonance initiale. Ouais. Une demande de client complètement folle que tu as reçue aux États-Unis. Je sais pas si c'est vraiment fou, mais c'est des trucs qu'on n'a pas en France. C'est quand il y a quelqu'un qui fait une baby shower et qui va me dire, moi, je veux un mur recouvert de fleurs. Et là, tu dis, pour une baby shower, mais genre... Comme dans les films. Oui, c'est ça, vraiment comme dans les films. Et ils vont dépenser $5,000 de fleurs juste pour faire un mur où c'est marqué voilà, boy ou girl en fonction de ce que c'est qu'ils vont avoir. Mais ça, j'avais eu ça à Atlanta. C'était pas un mur rempli, mais c'était, voilà, elle voulait un truc juste pour sa baby shower. Moi, en tant que Française, ça m'avait un peu choquée. Les budgets fleurs, en général, ont tendance à être bien plus importants qu'en France ? Beaucoup plus élevés, ouais. Parce qu'il faut plus voilà, montrer le mariage américain ou la baby shower ou n'importe quel événement qu'ils font. Le but, c'est quand même de montrer que, pas ils ont fait mieux que le voisin, mais un peu quand même. Du coup, il y a de la concurrence, tu veux dire, de la compétition ? Un petit peu. Moi, je trouve, dans les événements que je fais après... les budgets fleurs, mais même pour un budget basique, là où je travaille en ce moment, donc le vendredi, même le petit bouquet de base, en France, comme tout à l'heure, tu as dit, tu vas aller en France, tu vas demander un bouquet pour 25, 30 euros, tu as des beaux bouquets. Ici, moi, le minimum que je fais, bon après, c'est une boutique à Greenwich, donc dans le sud du Connecticut, c'est quand même une ville de riches, la majorité des bouquets, c'est 150, $250, quoi. C'est un bouquet c'est un bouquet normal, quoi. J'en fais des dizaines par jour. Ouais. Donc non, le budget est beaucoup plus élevé. Ouais. Et même après, pour les fêtes, tu le vois bien, pour les fêtes, t'as des budgets... je voudrais un bouquet pour la fête des mères à $700. Oui, d'accord. $700 le bouquet de fleurs. Ah non, j'ai fait des bouquets... à Atlanta, on en avait fait pour... c'est peut-être ça aussi une demande, je remarque quand tu demandais. C'était Cardi B, quand elle avait accouché de son... je sais pas combien elle a d'enfants maintenant. On avait dû faire un bouquet, son mari... Cardi B, c'est une chanteuse, c'est ça ? Ouais, c'est une chanteuse. Bon, je connaissais pas trop moi non plus, mais voilà. Pour $1,000 de fleurs. Juste pour la féliciter d'avoir accouché de son petit. Quand tu fais un bouquet quand même pour $1,000, c'est quand même... Ouais, c'est imposant, quoi. Enfin, ça, c'était au début de... Quand j'étais à Atlanta, j'étais OK, d'accord. Et je me rappelle quand je raconte ce genre de truc à ma famille, mais mes parents, ils sont là, mais comment ils font ? Après, c'est des Américains, ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas le même rythme de vie. Et la fleur, elle est... C'est pas pareil, mais c'est... Mais ouais, c'est impressionnant quand même. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle moi j'aime faire mon métier ici, c'est que tout est beaucoup plus grandiose. On est aujourd'hui fin mai 2025, on est donc dans la saison, on a l'été qui arrive. C'est quoi ton combo floral préféré de la saison ? Alors là tout de suite, il y a la pivoine qui commence à arriver, les dahlias, donc j'aime beaucoup le dahlia. Moi un petit dahlia, et puis je suis très très garden comme on dit ici, très fleur, très naturelle. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de feuillage, quand ça représente un peu... Voilà, ouais, champêtre, je cherchais le mot qu'on utilise en français, merci. Quand ça représente vraiment ce que tu peux trouver dans la nature. J'aime pas quand les bouquets sont trop figés, tout
Donc ouais, tu vas prendre un dahlia, tu peux mettre un petit hortensia et plein de petites roses, genre de la rose de jardin. J'adore la rose de jardin qui est très parfumée. Et après, des petites touches. Voilà. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de feuillage. Donc, des petites touches d'eucalyptus ou des petites fleurettes comme l'astrantia, qui n'est pas très connue. C'est des toutes petites fleurettes, vraiment, comme tu vois dans les champs, en fait. Et toutes ces fleurs, moi, j'aime vraiment. Là, je vais avoir une ou deux grosses fleurs, genre une rose de jardin, un dahlia, un hortensia. Et après, je vais venir poser des petites touches avec du feuillage ou des fleurs qui ont une texture voilà, intéressante pour travailler et compléter les autres fleurs. Est-ce qu'il y a un arrangement typiquement français que les Américains ne comprennent pas, pour être un peu à l'inverse de ma première question? Nous, ici, déjà, on fait en France, on fait le bouquet à la main, avec les tiges on fait le bouquet à la main. Et ça, ici, ça se fait pas du tout. Pourquoi on Les fait pas à la Américains, main, non, les Américains, ils travaillent directement dans le vase. Déjà, nous, quand tu vas ouvrir un bouquet en France, tu vas avoir que le bouquet. Tu vas jamais arriver avec un vase en général, parce que tout le monde a des vases chez soi, vu que c'est quelque chose de très culturel. Chez nous, tu vas t'inviter chez quelqu'un, tu vas amener un bouquet. Ah oui, c'est vrai, quand on reçoit des La bouquets maîtresse ici, de ils viennent maison, dans un ouais. vase, c'est vrai. Voilà, ici, c'est tout le temps dans un vase. Moi, je me rappelle la première fois que à Atlanta, je travaillais dans une boutique qui était franco-américaine, donc ça allait, parce que la boss était française, donc on travaillait à la française. Mais quand je suis arrivée ici, à New Haven, et que j'ai commencé dans cette boutique, et qu'on m'a dit, mais tu perds trop de temps là à faire tes bouquets à la main. Alors qu'en fait, je vais aussi vite que ceux qui les font dans les vases, mais ils n'ont pas l'habitude. Et c'est justement une des questions que mon boss m'avait demandé, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, c'est une grosse différence avec la France. C'est que nous, on fait le bouquet à la main et on va laisser le bouquet comme ça, on va l'offrir comme ça, alors qu'aux États-Unis, tu vas l'offrir dans un vase. Et tu vas travailler directement dans le vase. Et les fleurs vont être mises n'importe comment un peu, alors qu'en France, tu vas respecter la vrille. Tes tiges sont toutes... tu sais, ça crée une spirale. C'est une spirale... Hein. Oui, une vrille. Je sais pas comment le dire autrement. Les tiges sont toutes dans le même sens, alors qu'aux États-Unis... pas du tout. Aux États-Unis, si tu soulèves les fleurs de ton vase, que tu les enlèves, tu verras que les tiges, elles sont mises de n'importe comment. Quoi. C'est pas trop respecté, ça. Ah ouais. Il y a plein de notions. Ouais. Il y a plein de notions comme ça qu'ils connaissent même pas, en plus. C'est là où tu vois qu'en France, on va à l'école et qu'on apprend des techniques que tout fleuriste ici n'apprennent pas. C'est l'artisanat, quoi. C'est ça. Ouais. Seuls les fleuristes plus expérimentés auront cette notion. Je voulais te parler des couleurs de fleurs. Je sais pas, je pense, c'est quoi le jaune où on dit que c'est symbole de tromperie ou de trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des... Tu peux nous parler un peu justement des symboles? Est-ce que ça veut vraiment... Enfin, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut faire attention ou est-ce que c'est un peu des symboles d'un autre temps? Alors ici aux États-Unis, franchement, je crois qu'on m'en a jamais parlé. J'ai jamais entendu... ce genre de quelqu'un qui vient qui me dit bah voilà, je voudrais une fleur qui symbolise, je sais pas moi, oui, l'amitié ou quelque chose. Ici, j'ai jamais eu des demandes comme ça. Je suis pas sûre que les Américains que chaque couleur corresponde à une émotion. Franchement, en France, oui, parce qu'effectivement, on dit le jaune, oui, c'est un peu la tromperie. On dit que le rouge, c'est l'amour. Moi, j'ai souvent que le rose, c'était tout ce qui était la joie. Voilà, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu vas offrir des fleurs roses. Ici, pas trop. À part peut-être le blanc. Le blanc qui est vraiment la pureté, ça reste peut-être un petit peu ici aussi, ou quand c'est pour un enfant ou une personne plus jeune. Ici, moi, j'ai tendance à offrir du blanc, mais pas trop, franchement. Ouais. Je suis pas sûre qu'ici, il y ait vraiment... non. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir fleuriste à l'étranger? D'aller dans une boutique avec quand même un fleuriste qui sait ce qu'il fait. Pas une personne qui... j'ai rencontré des fleuristes qui, voilà, étaient, je sais pas moi, agents immobiliers, et le lendemain, ils se sont dit, bah, je veux devenir fleuriste. Si on veut vraiment apprendre le métier de fleuriste, être avec quelqu'un qui connaît quand même le métier, c'est un peu mieux, juste pour apprendre déjà. Il y a quand même des notions à connaître, le nom des fleurs, ou même voilà, il y a des fleurs qui, quand tu les coupes, elles vont perdre un liquide, donc savoir que ce liquide peut être toxique. Enfin, il y a quand même des choses à connaître. Après, je pense que moi, je dis ça parce que justement, je suis française et que j'ai appris tout ça. Mais d'aller dans une petite boutique et pas aller au rayon fleurs du Stop & Shop, par exemple. De Trader Joe. C'est vrai qu'en fait, t'as le côté merveilleux aux États-Unis que tout le monde peut se réinventer et qu'on ne donne pas une énorme importance au diplôme, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Enfin, tu vois, dans toutes les carrières. Mais du coup, voilà, ça vient avec ses limitations.
Et écoute, dernière question, est-ce qu'il y a une odeur de fleurs qui te ramène instantanément en France ? Le muguet. L'odeur du muguet. Ah Le muguet ou le mimosa. Le mimosa aussi. Quand on a du mimosa ici, d'ailleurs mes collègues ils le Toi, à la savent, campagne, voilà, c'est passé. Ils me disent regarde, ça y est, on est en France. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça me fait repenser à ma maman qui aimait bien le mimosa, mais qui dit que ça dure pas longtemps, donc elle en veut pas. Mais elle aime bien le mimosa. le mimosa, c'est... Ouais, ça fait très français avec le muguet, je trouve. Après, pour moi, en tout cas. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Je te propose qu'on revienne à ton histoire. Donc, on s'est arrêté à la naissance de Sévan, ton fils. Aujourd'hui, tu mènes toutes tes vies de front. Tu es maman, tu es fleuriste. Tu as ces 2 maladies chroniques, du coup, qui t'empoisonnent un petit peu une partie du quotidien, mais tu as l'air aussi très épanouie dans ta vie aux États-Unis. Comment est-ce que tu gères ton quotidien ? À quoi ça ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Alors, je travaille pas à temps plein, justement à cause de mes maladies. Et ce qui m'aide beaucoup, justement, à être toujours souriante et aller de l'avant, c'est mon fils et mon mari qui sont vraiment très présents. Ouais, on fait beaucoup. On n'a qu'un enfant, on n'a que Sévan, parce que du coup, vu que je suis malade, je peux pas avoir d'autres enfants. Donc, on va dire qu'on fait vraiment tout pour lui. Et qu'en fait, c'est mon rayon de soleil. Ah, tu peux c'est pas ? grâce à lui. Non, c'est déconseillé, ouais. C'est fortement déconseillé parce que je pourrais clairement ne pas survivre à la grossesse. Donc, du coup, je pense que quand tu sais ça, automatiquement, tu vis pas de la même façon que si tu savais que tu allais avoir un autre enfant derrière. Et puis voilà, Sévan, on a quand même galéré à l'avoir. Non, j'ai ma journée où je vais travailler et quand je suis avec Sévan, on fait plein de choses tous les deux. On va au parc. Il adore être dehors, donc on est tout le temps dehors en train de jardiner ou de jouer ou de faire ce que fait un enfant de 3 ans et demi. Et après, je dirais que je suis très épanouie. J'adore notre vie aux États-Unis. Surtout que maintenant, on a la carte verte, donc on n'est plus sous la pression du visa. On sait qu'on peut faire... On ne vit pas de la même façon. Là, c'était quand même plus rassuré, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Et vraiment, non, je pense que ma vie me plaît beaucoup. J'ai pas du tout envie de retourner en France. Mon mari non plus. Tu te sens chez toi ici ? Ouais, c'est d'ailleurs quand on dit quand on est en vacances en France et que ma belle-maman nous dit alors vous retournez à la maison, on leur dit non, en fait, on va en vacances en France. La maison, c'est aux États-Unis. C'est vraiment chez nous ici. Ouais. C'est là où on habite, donc c'est chez nous. Et puis on est bien à New Haven. Ton futur, tu le vois ici, quoi. Alors ça, par contre, je sais pas. Parce que souvent, à mon mari, je lui dis mais de toute façon, dans 10-15 ans, je pense qu'on aura rebougé. Parce qu'on a déjà bougé, voilà, en 10 ans, on a déjà déménagé 2 fois, même 3 fois. Et je pense qu'à un moment, on rebougera ailleurs. Lui, il sait pas, mais moi, je suis quasiment sûre qu'on rebougera Mais pas ailleurs. forcément en France. Non, peut-être en Europe, mais pas en France. La France, ça nous convient plus, je pense. On a changé, la France a évolué. Et le fait que tu es à l'étranger, c'est quand même une aventure. T'as un peu l'impression que t'es tout le temps dans une aventure. C'est pas chez toi, t'apprends toujours des nouvelles choses. Parce que ça reste pas ton pays, même si tu y vis, c'est pas ta culture, en fait. Après, ça peut être une autre région que celle où tu as grandi. Ah, non, en France, je pense pas. Vraiment, Axel, comme moi, on n'a pas trop envie de retourner en France. On aime y retourner en vacances, mais je pense pas qu'on y vivra. Bah tant mieux, c'est cool que vous ayez trouvé votre rythme. On est bien ici. Ouais. Mais je pense qu'on rebougera ailleurs un jour. Alors, donc, peut-être bouger ailleurs, mais pas particulièrement en France. Tu as traversé beaucoup de choses au cours des 15 dernières années. Est-ce que tu te vois aussi toujours fleuriste dans 10 ans ou est-ce que tu rêves d'autre chose ? Alors ça, totalement. Je me vois totalement fleuriste. C'est comme je l'ai dit avant, c'est une passion. J'adore mon métier. C'est pas un métier pour moi, je fais quelque chose que j'aime. Et là, encore plus maintenant, depuis que je suis malade, c'est quand je vais travailler... je vais pas au travail, je fais ma journée. C'est un peu ma journée à moi, tu sais, mon me time. Je dis souvent à mes collègues, ça les fait rire. Et je me vois toujours fleuriste, mais je me vois ouvrir un petit atelier qu'on aurait chez nous, un petit atelier où je pourrais moi en fait, proposer des petits mariages ou des petites décos pour des événements. Des créations. C'est pas quelque chose de Je veux pas de boutique parce que je sais que je pourrais pas. Oh, j'aimerais trop habiter à côté de chez toi. J'adore les fleurs. Je peux les faire livrer, mais bon, c'est un peu loin là quand même. Et ça, ce serait vraiment, c'est vraiment mon projet. Voilà. Quand Sévan sera un petit peu plus grand, qu'il ira à l'école à plein temps, et en espérant que j'ai un traitement qui apaise un peu plus les douleurs pour que je puisse vraiment plus me focaliser sur ça.
Mais je veux pas une boutique, je veux pas de contraintes horaires, justement, parce que je peux pas. Il y a des matins où je peux pas travailler. Enfin, si je peux pas travailler tous les jours de toute façon. Donc, mais ouais, un petit atelier à moi où je fais ce que je veux et sans manager derrière qui dit non, faut faire ça comme ça. Même si bon, là où je travaille, c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce qu'ils savent que je viens de France et que j'ai des bases de fleuriste qu'un autre Américain n'a pas. Donc, on m'a jamais trop embêté avec ça ici. Ouais. Voilà, on me fait totalement confiance et c'est agréable du coup, c'est vrai. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ce traitement, c'est aussi tout ce que je te souhaite, tout ce qu'on te souhaite, je pense aussi. Et puis, tiens-nous au courant, hein, si tu te lances avec ce petit atelier, ça peut être super, super intéressant. En tout cas, un grand bravo pour ton parcours. Si tu pouvais retourner un moment de ta vie, pas forcément pour réécrire l'histoire, mais si tu pouvais, je sais pas, te souffler un petit conseil dans l'oreille, tu choisirais de revenir quand, où, et puis surtout, tu te dirais quoi? Peut-être justement avant l'Angleterre. Vu que j'appréhendais un peu, que j'avais pas trop envie de partir, d'être plus allez on y va et plus foncer, un peu tête baissée et pas d'avoir trop d'appréhension et de me dire de toute façon ça va bien se passer, de pas avoir le stress que j'avais. Parce que ça s'est vachement bien passé. Voilà, ça s'est tellement bien passé et qu'au final, moi je le refais. Si on me redit demain tu retournes en Angleterre, je re-signe demain parce qu'on a vraiment adoré l'Angleterre. Ouais, on sent qu'il y a une histoire qui est pas, un chapitre qui est pas complètement clos. C'est tous les deux, on a vraiment adoré. Je pense aussi vu que c'est un petit peu plus proche de la France, peut-être que ça a joué, je sais pas. Je pense que c'est juste la ville d'Oxford est vraiment géniale. Puis c'est la première fois. C'est aussi ça, ouais, c'est ça. C'est la première expérience amoureuse. Les premiers mois, la première année, c'est spécial. Et puis elle s'est bien passée. Voilà, j'appréhendais tellement et elle s'est tellement bien passée qu'automatiquement, ça reste quelque chose de très positif. En tout cas, Ludivine, je te dis un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, je te souhaite une merveilleuse continuation avec tes deux. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Ludivine pour sa confiance et pour le temps qu'elle a passé avec moi. Et puis je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, ça compte énormément. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit dans votre groupe WhatsApp à la machine à café ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on reste aux États-Unis et cette fois-ci, on part un peu plus au sud en compagnie d'Aurélie. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Est-ce qu'il existerait quelque chose qui fédère un moyen toutes les informations, les coordonnées des professionnels français qui sont à l'étranger? Donc je recherche ce qui existe et je me rends compte qu'il existe beaucoup d'annuaires privés et il n'y a pas un annuaire tout seul. Et beaucoup, voilà, et qu'en plus il y a beaucoup d'annuaires privés qui sont accessibles qu'aux membres des clubs, des associations, etc. Donc finalement le grand public n'a pas accès. D'accord. Et voilà comment est né le bottin mondial. Donc là, tu vois une opportunité et tu dis, moi, ça va être ma mission de centraliser tout ça et de rassembler tout ce beau monde, en gros, sur une plateforme. Voilà, cette fois-ci, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là chaque semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. En attendant, passez une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et donc à mardi prochain. Bye.